Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à cette édition de votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir au secteur de l'agriculture, particulièrement à la campagne agricole 2023-2024. Celle-là même dont le lancement a été donné vendredi dernier depuis Kaïdi. Le choix de la ferme pilote du Gorgol est une reconnaissance des efforts des agriculteurs de cette zone et de leur expérience accumulée dans la culture du riz et de l'agriculture irriguée. Le lancement d'une campagne agricole, vous le savez tout autant que nous, est une occasion de mobiliser les agriculteurs et tous les acteurs du secteur autour de la réussite de son démarrage. Cette campagne intervient, je le rappelle, dans une conjoncture internationale exceptionnelle qui a un impact direct sur la disponibilité des denrées alimentaires et des intrants agricoles. Elle est marquée par la réhabilitation de barrages et de diguettes, la fourniture de semences, de clôtures et de barbelés, de machines et d'équipements, ainsi que de matériel de lutte antiparasitaire. À ces initiatives s'ajoute, entre autres, la réhabilitation de plus de 6 000 hectares, dont 3 500 dans le lac Kirkiz, le carénage et le creusement d'axes d'eau et de canaux d'irrigation dans les wilayas du Trarza, du Brakna et du Gorgol, ainsi que la réalisation de routes pour le désenclavement des zones de production. Pour débattre de ce sujet, nous recevons sur notre plateau ce soir M. Mohamed Oulnemine, chargé de mission au ministère de l'Agriculture. Également M. Babe Ahmed Negra, directeur du développement des filières agricoles au département de l'agriculture. Bonsoir et merci pour avoir répondu favorablement à notre invitation. Mais avant de rentrer dans les détails, je vous propose ce reportage de mon confrère Cherne Oul Saadbou qui revient sur les temps forts de la cérémonie de lancement depuis le Gorgol. C'est à partir de la ferme pilote de Kaïdi que le ministre de l'Agriculture, Ma'Allah Oul-Beybertah, a supervisé le lancement de la campagne agricole 2023-2024. Une campagne qui vise à exploiter plus de 300 000 hectares pour une production attendue de plus de 700 000 tonnes de diverses cultures. Une occasion pour le ministre de mettre l'accent sur l'importance de cet événement, qui se situe, selon le ministre, au premier rang du programme du président de la République. Un secteur pionnier dans le développement économique et social du pays. Le ministre a ajouté, lors de son propos, que la situation exceptionnelle internationale a un impact direct sur la disponibilité des denrées alimentaires et des intrants agricoles, ce qui confirme l'efficacité des stratégies tracées par les autorités qui, aujourd'hui, ont commencé à porter leurs fruits. Le ministre poursuit en disant que cette campagne coïncide avec la commémoration du 4e anniversaire de l'accession au pouvoir du président de la République. 4 ans marqués, selon lui, par de nombreuses réalisations dans divers domaines économiques, sociaux et politiques, dans une atmosphère de quiétude et de stabilité. Et pour finir, Oul-Beybertah a indiqué que l'agriculture est un domaine qui préoccupe les pouvoirs publics, qui ont fait de la souveraineté alimentaire un objectif incontournable à atteindre, et pour ce faire, toutes les filières agricoles sont à développer, et ce dans toutes les zones de production. De son côté, le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zain al-Abidine ou Cheikh Ahmed, a indiqué que le choix de la ville de Kaïdi pour abriter le lancement de la campagne agricole 2023-2024 témoigne de la grande sollicitude dont l'État bénéficie de ses grandes capacités humaines et agricoles. Il a dit que l'autosuffisance a été atteinte dans le domaine des moissonneuses, qui représente un élément important dans l'augmentation de la production agricole après qu'elle ait été louée à l'étranger.
Il a souligné que notre pays a été en mesure, au cours de l'année en cours, d'exporter 160 moissonneuses vers les pays voisins, alors qu'il y avait un besoin urgent de ces équipements au cours des dernières années en raison de la pénurie aiguë et de l'importation à partir de là. Il déclare pour finir que la Fédération nationale des employeurs de Mauritanie dispose d'une base intégrée qui comprend des tracteurs et des moissonneuses-batteuses pour résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs du Gorgol. Le président du conseil régional du Gorgol, Ba Amadou, ainsi que d'autres intervenants ont à tour de rôle pris la parole. Ainsi, ils se sont mis d'accord sur l'importance de l'agriculture, louant l'attention que les pouvoirs publics accordent à ces secteurs. Ils ont demandé plus de soutien, de supervision et à une solution aux problèmes dont souffre encore l'agriculture, appréciant les mesures qui ont été prises pour résoudre ces problèmes. Après cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture est descendu sur le terrain. Il s'est rendu à la ferme pilote numéro 1, au cours de laquelle il a reçu des explications techniques du directeur général de la SONADER sur les procédures prises par la société dans la réhabilitation des grandes exploitations agricoles dans le cadre des nouvelles réformes du ministère. Ces réformes relèvent de la volonté des pouvoirs publics de confier à la Société nationale de développement rural ses missions et de lui donner des moyens nécessaires pour y parvenir. Le ministre a conclu sa visite par une inspection du projet agricole forestier pastoral à Smega, au cours de laquelle il a été informé d'exemples d'activités du projet dans le domaine de la plantation d'arbres fruitiers et d'autres cultures adaptées au climat local. Il faut noter que la sélection de la ferme pilote du Gorgol pour le lancement de cette campagne est une forme de reconnaissance des efforts des agriculteurs de la zone et de leur expérience accumulée dans la culture du riz, entre autres, et une appréciation des importantes ressources disponibles dans la wilaya. La campagne agricole en cours verra la mise en œuvre d'importantes mesures identifiées déjà dans la déclaration approuvée par le Conseil des ministres du 20 juillet 2023. Merci Cheikhna pour ce reportage. Quant à nous, je pense qu'il n'y a pas mieux que de commencer par le point de vue des spécialistes que vous êtes et l'évaluation que vous pouvez faire de la campagne précédente, la campagne 2022-2023. Je rappelle que le coup d'envoi avait été donné par le président de la République depuis Tamshekert. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de façon succincte? Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Donc, faire un aperçu sur la campagne agricole 2022-2023 qui effectivement a été lancée par son Excellence le chef de l'État, Al-Ghrair. Il faut dire tout d'abord que les objectifs qui étaient assignés à cette campagne étaient plus ou moins ambitieux et il faut dire que globalement, après évaluation, on peut dire qu'ils ont été plus ou moins atteints. Comment? Tout d'abord, on avait établi ces prévisions en 2022 sur la base d'un hivernage qui serait pluvieux. Effectivement, ça a été confirmé parce que l'hivernage de l'année 2022 a été généralement pluvieux sur tous les pays. Et donc, la partie des objectifs qui revient au pluvial a été, en termes d'objectifs, a été atteinte. Donc, on avait établi donc, sur la filière pluviale, sur le riguet et sur le maraîchage. Et donc, si on avait globalement prévu pour près de 380 000 hectares, tout compris, et pour une production attendue de 662 000, on avait atteint 662 000 environ tonnes, donc ces objectifs ont été atteints. J'ai dit grâce à cette pluviométrie, grâce à une campagne de sensibilisation très forte, parce qu'on avait annoncé l'année 2022 comme année de l'agriculture, initiative agriculture, et bien sûr, grâce à un ensemble de mesures
qu'il n'est pas peut-être nécessaire de les citer parce que tout simplement de la semence, du désenclavement, du matériel agricole, de la lutte contre les ennemis des cultures, etc. Donc toutes ces mesures ont été prises l'année passée et ont permis d'atteindre ce résultat. Au niveau de l'irrigué, les résultats étaient excellents. On est arrivé pratiquement à avoir près d'une production d'un rendement de 5,6 tonnes hectare. Nous sommes arrivés à des rendements assez satisfaisants pour le pluvial. Alors donc globalement, si je parle de cette campagne passée en termes de bilan, les résultats étaient satisfaisants. Les objectifs initialement arrêtés en termes de production ont été atteints. Et donc c'est pourquoi on considère que globalement, le bilan était bon. D'accord. Donc, les charges d'émission a fait le tour. De toute façon, les objectifs, comme il l'a dit tantôt, ont été largement atteints. Parce qu'en réalité, au niveau du système pluvial, on a atteint 300 000 hectares. Donc, avec un dépassement des prévisions qui était de 220 000 hectares. Donc, c'est le fruit d'un certain nombre d'efforts et de mesures qui étaient prises, notamment avec la fourniture des intrants, donc en termes de semences, en termes d'engrais, et en accompagnement des agriculteurs aussi dans les aménagements, parce qu'il y a eu un effort considérable qui a été consenti en matière d'aménagement des diguettes, qui était d'ailleurs une réponse à des doléances des populations au niveau des régions de l'Est. Et aussi des mesures draconiennes ont été prises aussi pour la préservation des cultures, parce qu'il y a un grand effort qui a été fait en termes d'accompagnement aussi des producteurs pour juguler un peu les fléaux, souvent des sauteriaux et des ennemis des cultures qui s'attaquaient souvent aux cultures dans cette période. Donc les rendements aussi étaient conséquents parce qu'on a 0,5 tonnes à l'hectare au niveau du pluvial. C'est les fruits, j'ai dit tantôt, des semences qui ont été distribuées et qui ont permis de couvrir pratiquement 30 à 40% des besoins des populations. Et également, il y a un accompagnement des dispositifs de conseil agricole qui a été déployé au niveau des différentes zones de production et qui, avec le transfert du paquet technologique, a permis aussi de rehausser ce rendement dans différentes zones de production et bassins de production au niveau des régions, notamment de l'Est et du Sud. Monsieur le chargé de mission, si on donnait un avant-goût à nos téléspectateurs sur la stratégie du département dans le cadre de cet objectif dont la finalité est un peu l'atteinte de ce rêve qu'est l'autosuffisance alimentaire. Merci pour cette question très importante. Tout d'abord, il faut qu'on rappelle plus ou moins le contexte dans lequel évolue le secteur agricole. Nous sommes dans un contexte où la situation mondiale fait que chaque pays doit valoriser ses potentialités et comme la Mauritanie, dans notre pays, on le répète, ce n'est pas la première fois qu'on le dit sur ce plateau, le pays regorge de potentialités agricoles, aussi bien en pluvial qu'en irrigué, que dans le domaine oisien et que dans le maraîcher. Les conditions donc sont réunies pour réellement aller vers cet objectif que vous avez cité, qui est la sécurité alimentaire, qui est d'ailleurs prôné par les pouvoirs publics et qui est devenu une vision, un objectif irréversible pour les pouvoirs publics. Alors, comment y arriver? Comment aller vers cet objectif? Je dirais que tout d'abord, c'est une stratégie axée sur des piliers que je vais citer, les plus importants. Pour, tout d'abord, dans le domaine des aménagements, parce que toute sécurité alimentaire suppose l'augmentation de la production, l'augmentation de la productivité et donc l'utilisation des ressources en eau. Et dans ce cas, je pense que cet axe, on se concentre vers l'extension des aménagements au niveau de la vallée et la construction des barrages au niveau du pluvial. Donc ça, c'est un axe sur lequel nous nous orientons au niveau du département pour tout d'abord aller vers cette autosuffisance alimentaire. Deuxièmement, la mécanisation agricole. En zone pluviale, comme vous le savez, depuis ces dernières années, il y a un exode massif de la main-d'œuvre.
Et donc, les travaux de main-d'œuvre sont très durs. Et donc, pour réduire l'effort humain au niveau de cette zone du pluvial, nous sommes sur la piste de la mécanisation. Et cette mécanisation suppose donc une introduction d'un matériel agricole, des travaux de sol et bien sûr de semoirs et de matériel d'offsetage et de labor des travaux de sol. Ça, c'est un axe très important. Troisièmement, c'est la filière semencière. Aujourd'hui, on sait que la productivité au niveau du pluvial est très faible en raison d'une utilisation de semences qui n'est pas certifiée. Et donc, notre département se focalise aujourd'hui sur la réorganisation de l'affaire et sur surtout la sélection de semences sélectionnées pour augmenter la productivité. Quatrièmement, le financement agricole. Comme vous le savez, une agriculture sans financement ne peut pas être assurée. Et donc, l'un des axes majeurs de notre stratégie est tout d'abord arriver à un financement qui est d'ailleurs un engagement du chef de l'État. Aujourd'hui, on engage une étude sur le financement du secteur. Ça va concerner tout d'abord l'irrigué pour après passer au financement du pluvial. Il y a un cinquième axe important et qui est lié au premier point que j'ai cité, qui est l'extension des aménagements. C'est le travail sur le foncier, c'est la valorisation du potentiel foncier. Aujourd'hui, l'investissement privé, le moteur du développement et l'atteinte de la sécurité alimentaire est étroitement lié à l'investissement privé. Parce que l'investissement public, les périmètres publics sont une partie de cet investissement. Donc l'engagement du secteur privé dans des zones où on peut procéder à des aménagements importants pour le blé, pour les forages, pour le maraîchage est une condition. Et donc on travaille sur cet axe pour au moins dégager des zones, des blocs sur lesquels on peut procéder à des aménagements importants et le département est sur cette piste. Il y a un sixième axe qui est l'électrification. Comme vous le savez, les charges au niveau de l'irrigué, par le pompage, par le carburant, élèvent le compte d'exploitation du producteur. Et donc, on a procédé depuis 2 ans à un démarrage de l'électrification des zones de production dans la vallée et ça va réduire de 70% les charges de l'exploitant. Et donc, l'option est d'étendre cet axe, l'électrification, pour pouvoir toucher toutes les zones de production. Il y a naturellement le conseil agricole qui a un septième axe. L'agriculture sans le conseil agricole ne peut pas avancer. C'est la recherche, c'est la formation, c'est la vulgarisation. Aujourd'hui, on est sur cet axe pour recruter des cadres et des techniciens parce qu'il y a un manque au niveau de tous les profils de ces techniciens. Il y a la revue un peu de la recherche pour l'adapter au développement du secteur. Et il y a naturellement tout ce qui accompagne ça en termes de moyens, logistiques, motos, véhicules, etc. Je vous ai cité 7 axes majeurs. Il y a bien sûr d'autres piliers. Je ne vais pas m'étaler sur les détails. Et donc, c'est les éléments stratégiques sur lesquels, si nous nous focaliserons, nous pourrons avancer le secteur vers la sécurité alimentaire. Monsieur le directeur, le chargé de mission me rappelle un peu tout ce qu'on a suivi dans le discours du ministre. Si on commençait un peu par le secteur pluvial et éventuellement ce qui peut être fait dans le secteur de l'irrigué, pour commencer. Donc, je vous remercie. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter en plus de... Je vais ajouter quelque chose dans le cadre un peu de ces axes stratégiques. Parce qu'en réalité, le département, depuis quelques années, s'attelle un peu à travailler sur des axes essentiels. D'abord, un axe vertical. Je m'explique. Il s'agit là un peu de travailler sur la productivité. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'irrigué, les rendements se sont nettement améliorés grâce à un travail conséquent qui a été fait au niveau de la semence. La semence représente, selon les chercheurs, 30 à 40% du rendement. Et sur le paquet technologique qui accompagne, ça c'est fondamental. Donc un travail a été fait dans le cadre de l'accompagnement des établissements producteurs de semences en termes de formation, en termes de fourniture
des semences essentielles de souche et qui peuvent donner des rendements importants. Ça, c'est fondamental. Le deuxième axe, comme il a souligné les chargés de mission, c'est un peu les aménagements. Donc, comme vous savez, nous, au niveau de l'irrigué, nous avons un potentiel de 135 000 hectares, donc dont seulement pratiquement 40 000 à 50 000 sont exploités par campagne, donc au maximum 80 000 hectares dans l'objectif de la campagne en cours. Donc des mesures importantes sont prises dans ce sens et dans le cadre aussi de la mécanisation, parce qu'il faut accompagner ces stratégies par des mesures draconiennes liées surtout à la mécanisation. Comme vous savez, il y a 2 ans, on avait énormément de problèmes, surtout de moissons, de tracteurs pour le labour. Aujourd'hui, les promoteurs privés au niveau de la vallée en exportent au Sénégal. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je reviens à votre question par rapport au niveau du pluvial. Comme vous savez, le président de la République a lancé la campagne l'année dernière à partir de l'Egraïr au niveau de Hadra Karbi, marquant ainsi des mesures extrêmement importantes pour relancer et redynamiser cette filière qui, d'antan, constituait un pilier économique extrêmement important. Avant, la frierie qui a été découverte par l'ANVS les années 73-74. Donc, vous allez me poser certaines questions par rapport à ce qui a été fait à partir de ce lancement l'année dernière. Il y a eu un travail extrêmement important dans le cadre de la mécanisation. Comme vous savez, le problème principal au niveau des cultures pluviales, c'est le travail du sol. Parce que les jeunes, les bras valides, ont abandonné carrément en quête de revenus et de conditions de vie meilleures. Et au niveau des zones de production, il va falloir relancer un peu cette mécanisation qui, jadis, avait donné des efforts extrêmement importants, les années 69, les années 70. Donc, il y a eu vraiment l'opération Chéri qui a été lancée et qui a connu un succès extrêmement important. Donc, le ministère s'est attelé à introduire ou réintroduire cette mécanisation progressive à travers la mise en place de tracteurs. Donc actuellement, nous avons en possession un certain nombre de tracteurs qui sont déjà sur place. Des centaines de motoculteurs ont été déjà envoyés au niveau des zones de production. Et sous peu, on va acquérir aussi des dizaines, si je ne dis pas des centaines, de tracteurs qui seront injectés au niveau des zones de production. Ça, c'est fondamental. Parallèlement à ça, il y a la fourniture aussi des semences au niveau des différentes zones de production qui certainement vont contribuer à rehausser le rendement au niveau de différentes zones, notamment au niveau d'Iri, au niveau des zones de rebarrage. Cet effort a été accompagné aussi par la construction davantage de barrages, réhabilitation des diguettes au niveau des zones de production. Et l'année dernière, par exemple, il y a 7500 hectares qui ont été réhabilités au niveau des zones de région de l'Est, du Tagan et de l'Adrar, ce qui a permis de rehausser un peu le rendement et la production l'année écoulée. Il y a également des mesures qui ont été prises dans le domaine du maraîchage. Les Mauritaniens ont toujours en tête, malheureusement, les événements d'il y a quelques années, quand il n'y avait plus, le marché local n'était plus fourni en légumes. Et depuis lors, les autorités ont mis un point d'honneur à pallier à ce problème. Qu'est-ce qui a été fait dans ce... Voilà, je dirais que la filière maraîchère est une filière sur laquelle vraiment le département s'attelle à trouver les meilleures pistes de sa relance de manière à satisfaire tout d'abord le besoin du consommateur mauritanien. Et je suis entièrement d'accord avec vous que cette situation continue d'être difficile pour le consommateur mauritanien. La semaine passée, quand on parlait de la question de l'oignon, avec le prix qui a grimpé, c'est tout à fait normal. Et donc nous, on est parfaitement conscients de cette situation au niveau du département. D'ailleurs, aujourd'hui, la consommation des légumes s'accentue de jour en jour. Le consommateur mauritanien consomme maintenant les légumes pratiquement
de façon régulière et à des aussi quantités qui augmentent d'année en année. Et malheureusement, comme c'est connu, nous n'arrivons pas à couvrir plus que 15% de nos besoins. Et donc on importe 85%, surtout du Maroc et un peu à côté de la Hollande, et surtout pour les spéculations de base, c'est-à-dire les carottes, les oignons, la pomme de terre, etc. Alors, je l'avais dit au début de cette émission, nous disposons de terres, nous disposons de l'eau, et donc certainement le consommateur et le Mauritanien s'est dit ce n'est pas normal qu'on ait des problèmes pareils. Mais je dirais qu'il y a deux contraintes importantes. La première, c'est que tout d'abord, nous avons un calendrier culturel qui ne permet pas pour toute l'année la production des quantités demandées. Nous avons une très grande campagne qui s'établit généralement à partir du mois de novembre, qui s'étale jusqu'au mois d'avril. Et donc c'est le pic où en général la production du pays contribue à la couverture d'une partie des besoins. Mais à partir d'avril jusqu'à octobre, c'est-à-dire pratiquement 7 mois sur 12, nous avons des problèmes parce que tout simplement c'est la chaleur. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible dans le pays. Non, au contraire. Nous avons un pôle de production potentiellement capable de produire, c'est-à-dire la zone ouest du Trarza, où les conditions sont clémentes, la brise de mer, et il est possible de produire des quantités importantes. Nous sommes là-dessus. Mais ce n'est pas seulement le problème du climat. Nous avons un problème d'investissement privé. Aujourd'hui, les investissements privés dans le secteur du maraîchage sont très faibles. Ils sont très faibles. Je dirais faibles parce que tout simplement, comme je l'ai dit dans mon intervention au début de l'émission, ce n'est pas le public qui va avancer, c'est les investissements privés. Et il va falloir donc de la fiscalité adaptée à la filière maraîchère. Il va falloir des aménagements spécifiques au maraîchage. Il va falloir électrifier les zones de production de maraîchage pour réduire les coûts. Et comme vous le savez, le transport des légumes, notamment les tomates, c'est des productions très fragiles. Prenez l'exemple de l'Aftout Sahli. L'Aftout Sahli, aujourd'hui, il y a des promoteurs privés. Les établissements Abbas, les établissements des Émiratis, vous avez plusieurs investisseurs qui ont plus de 1000 hectares. Mais aujourd'hui, quand on voit la production par rapport aux attributions de terres qui leur étaient attribuées, c'est un blocage qui est lié à l'électrification. Au coût de production, quand il n'y a pas d'électricité, vous consommez du carburant et donc c'est plus cher. Et le transport entre le goudron partant vers Nouakchott et l'Aftout Sahli, la zone est plus ou moins accidentée. Et donc si vous transportez des produits fragiles, l'investisseur est inquiet de perdre ces trucs. Mais heureusement, nous ne sommes pas devant ce blocage. Il y a déjà des projets qui ont commencé, une route goudronnée qui va lier la zone de production. Il y a des dispositions prises pour faciliter certaines dispositions liées à la fiscalité. Et donc, je dirais que pour ne pas être pessimiste, nous sommes là-dessus. La filière maraîchère a de l'avenir. Par exemple, cette année, nous avons un objectif de près de 1000 hectares. 8 000 hectares en décembre. Voilà, 8 000 hectares pour une production attendue de 160 000 tonnes. On évolue par rapport à l'année passée qui était de 5 000 et quelques, et donc nous avons produit environ 100 000 tonnes. Il y aura une augmentation significative. Mais aujourd'hui, l'identification des zones de production, comme je l'avais dit auparavant, sur les blocs, les grands blocs destinés à l'investissement privé ou international, va permettre d'augmenter significativement cette production. On l'attend donc sur le moyen terme, d'avancer vers la satisfaction des besoins du pays en maraîchage. Ce sera sur le moyen terme. Et donc, nous espérons résoudre ce problème qui préoccupe aussi bien le département que les consommateurs. Monsieur le directeur, c'est votre domaine. Justement. Qu'en est-il par rapport à cette question, quelles sont d'abord quelle est la superficie, qu'est-ce qui a été mis à la disposition en termes de semences, en termes de quantité aux agriculteurs? Comment se passe cette la filière semence, disons la filière maraîchère, en réalité, c'est une filière extrêmement importante. Et comme l'a dit tantôt les charges d'émission, nous arrivons à couvrir à peine 15 à 20% des besoins. Ceci
est due essentiellement à plusieurs facteurs. D'abord, c'est que la quasi-totalité de notre territoire, le maraîchage n'est possible pratiquement que durant une seule saison, compte tenu des conditions climatiques difficiles, notamment dans les régions de l'Est, la plupart des régions du Sud et du Nord. Donc, les agriculteurs font souvent une seule campagne concentrée à partir du mois d'octobre, pratiquement jusqu'au mois de mars, avec l'augmentation des températures. Souvent, seules certaines spéculations peuvent résister, surtout en l'absence de mise en place des serres qui peuvent vraiment conduire des cultures dans cette période. Donc, le Terza, avec la zone du delta, qui offre un climat vraiment clément et qui peut, au cours de fournir le maraîchage dans toute l'année. Et je pense que les investisseurs privés doivent un peu mettre de l'argent pour pouvoir emblever davantage de superficie pour pouvoir résorber ces déficits notoires qui se posent aujourd'hui. Je sais que le département a fourni et continue à fournir énormément de moyens pour circonscrire cette situation. L'année dernière, par exemple, en 2020-2021, les superficies oscillaient entre 2000 et 3000. L'année dernière, c'était 5000. Donc, il y a une progression significative des superficies, bien entendu, avec la production aussi en moyenne de 20 tonnes à l'hectare. Et l'opération Ramadan l'année dernière a été assurée par la production locale en termes d'oignons, en termes de pommes de terre, etc. Donc ça, c'est un effort important. Mais je sais que l'accompagnement des coopératives, des GIE, des associations ne va pas suffire pour vraiment aboutir à un résultat conséquent qui va permettre une couverture optimale des besoins des populations, nos populations. Donc, je pense que le secteur privé doit s'investir davantage. Il y a quelques promoteurs privés qui s'investissent déjà, mais il y a des problèmes structurels qui se posent, notamment le problème de l'électricité, les charges d'exploitation et surtout aussi les charges liées, et surtout le problème de conservation. Parce qu'en réalité, nous produisons souvent dans une seule période, il y a un pic de production, on doit pouvoir disposer des infrastructures de stockage et de conservation idoines pour permettre de stocker les surplus durant la période de pic pour pouvoir les libérer durant d'autres périodes de crise. Et je pense que les efforts actuellement entrepris par le département, notamment en termes de fourniture de semences hybrides, qui vont permettre de s'acclimater avec la période, l'introduction des serres aussi, c'est un ensemble de mesures qui vont permettre un peu d'assurer un étalement de la production durant les mois de soudure, durant l'hivernage, et avec aussi l'engagement formel des producteurs, notamment les privés, dans les deltas, ça va accroître la production. Et je pense que sous peu, nous pourrons vraiment surmonter ce problème que constitue un peu le déficit en légumes. Le ministre a également évoqué des mesures qui ont été prises dans le secteur semi-irrigué, la filière riz. Qu'en est-il? Voilà, effectivement, parlant de la filière irriguée, riz, je voudrais tout d'abord attirer votre attention que pratiquement le gros des investissements de l'État, des projets, s'est orienté vers cette filière. Et c'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, le résultat, la performance est claire, elle est affichée. Nous sommes à un taux de couverture de 86%. C'est excellent. Un riz et de qualité. 86%. Et on s'achemine vers 100%. Je dirais vraiment, je suis optimiste, je dirais dans 2 ou 3 ans, on sera à 100%. Alors, qu'est-ce qui a été fait pour cette filière? Tout d'abord, le département a veillé aussi bien en contre-saison chaude qu'en contre-saison à nettoyer les axes hydrauliques de manière à assurer l'hydraulicité et pour assurer l'année passée et l'année d'avant, où il y avait des problèmes sérieux de baisse du niveau de fleuve, le nettoyage des axes hydrauliques a permis d'assurer en permanence l'eau. C'est un.
Deuxièmement, chaque année, le département continue à investir dans les désenclavements, des zones de production. Ça, c'est la filière irriguée. Et troisièmement, et c'est le non moins important, c'est les subventions accordées sur les engrais. Cette année, le département a acquis 25 000 tonnes d'urée, 10 000 tonnes de DAP, c'est-à-dire le phosphate, 3 000 tonnes du 9-23-30, qui est spécialement destiné au maraîchage, mais dans l'irrigué, et 500 000 litres d'herbicides pour la lutte contre les mauvaises herbes. Ça, c'est tout d'abord des quantités qui peuvent garantir 2 campagnes successives. Donc l'État a dépensé, si j'ai une bonne mémoire, environ 4 milliards d'ouïas seulement pour 2023 comme subvention au secteur de l'irrigué. En plus, je dis bien de la lutte contre les ennemis des cultures. Cette année, la campagne qu'on vient de clôturer de contre-saison 2023 a été l'une des meilleures. Et aucun agriculteur ne s'est plaint de la productivité. Ça veut dire que nous avons eu un rendement au-delà de 6 tonnes hectares. C'est vous dire que la filière irriguée, vraiment, est très prometteuse et elle assure quand même les besoins du pays, comme je l'ai dit auparavant, à 86%. Alors, aujourd'hui, pour cette filière, et d'ailleurs pour les autres, la protection, au niveau de la protection, parce que je crois que vous avez entendu dans le discours du ministre et dans la communication en Conseil des ministres, au plan fiscalité, purement, l'État, suite au Conseil des ministres qui était spécifique à l'agriculture en février dernier à Rosson, et qui vient d'être approuvé, une baisse de la taxe sur les importations des intrants du matériel agricole de 3,3%, ce qui est pratiquement une exonération. Ça va permettre aux investisseurs privés d'importer tout le matériel qu'il faut à des prix bas. La taxe de 3,3%, c'est pratiquement insuffisant. Nous avons rehaussé la taxe, l'État a rehaussé la taxe à 39 sur les produits maraîchers provenant du Maroc pendant la période de pic de production, c'est-à-dire entre janvier et avril. Donc, le producteur mauritanien du maraîchage pourra facilement écouler sa production au niveau du marché. Ce sont des mesures, et ça, c'est très important. Donc, l'irrigué, en réalité, bénéficie vraiment de l'appui substantiel du gouvernement. Et c'est d'ailleurs ce qui a permis de dire aujourd'hui que la filière riz est performante. Aujourd'hui, notre souci, ce n'est pas le riz. C'est plutôt en termes de compétitivité, en termes même d'exportation. Mais c'est plutôt le maraîchage et les autres filières. Moi, je pense que, comme le charge de M. l'a dit tantôt, la frierie bénéficie d'un appui conséquent depuis les années 73. Et il faut voir, de 1973 jusqu'à aujourd'hui, on arrive à peine à avoir 86% de nos besoins. Je pense qu'avec toute cette attention, on peut être exportateur net de riz aujourd'hui dans nos conditions. Parce que si ces efforts sont consentis dans les autres filières, on peut facilement régler la problématique liée notamment à ces déficits notoires en blé, parce qu'aujourd'hui le blé, compte tenu des études qui sont faites en matière de recherche, il y a les variétés qui donnent au-delà de 3 tonnes hectares, c'est la moyenne mondiale. Et je pense qu'un accompagnement similaire à la filière riz-blé, on pourra régler éventuellement tous les problèmes. Parce qu'en réalité, nous consommons aujourd'hui beaucoup plus de blé que de riz, 11 kilos par personne par an. Ça, c'est beaucoup. Et je pense que les terres, aujourd'hui en Mauritanie, notamment au niveau de la vallée, dans les zones oisiennes, c'est des terres qui s'apprêtent carrément à la culture du blé sans problème. Mais le problème qui se pose, c'est que le blé se comporte bien au niveau des sols plus ou moins légers. Ce n'est pas les sols lourds, on a le dé qui riz. Et actuellement, le facteur de blocage essentiel, c'est que le blé se cultive ou se pratique sur le même lit sur lesquels on cultive les riz. Et ça, c'est un paradoxe. Si on arrive à ouvrir des canaux ou des bras du fleuve au niveau de la zone nord, par exemple, en sol sablonneux, on peut desserrer facilement l'étau
sur l'irrigué, le sol hollandais, et avoir vraiment une production extrêmement importante, surtout en blé et en maraîchage. Parce que c'est des filières pratiquement ne se comportent pas très bien au niveau des sols lourds. Donc, au niveau des sols sablonneux, on peut bien cultiver le blé, on peut bien cultiver le maraîchage. Et je pense que sur la si on arrive à ouvrir des bras au niveau de pas mal de zones, on peut d'abord multiplier les zones, les superficies à exploiter et régler ce problème lié pratiquement au blé et au maraîchage. Et je sais aujourd'hui qu'avec les efforts qui sont consentis dans le cadre de la campagne de la filière maraîchère avec les intrants, surtout le problème des engrais, qui a toujours posé des difficultés au niveau des producteurs parce que c'était juste pour 2 mois sur 12. Aujourd'hui, avec la circulaire des ministères, il y a un accompagnement continu, plus ou moins, des producteurs maraîchers. Et ça va vraiment les inciter davantage à produire. Mais je reviens sur le secteur privé. Je sais que cette filière, son essor, ne connaîtra vraiment davantage de production que si le secteur privé s'y met davantage, notamment dans le delta, pour pouvoir, et surtout aussi dans les zones côtières, au niveau de Nouakchott, au niveau de Nadibou, avec la mer, avec ces conditions qui sont clémentes, on peut toujours, avec la mise en place des serres, on peut toujours produire. En plus de la culture du blé, le ministre a également parlé des fourrages verts et de motivation des agriculteurs. Qu'est-ce qui a été fait dans... Je veux un peu ajouter, commenter ce que vient de dire mon collègue par rapport à la filière blé pour parler par la suite de la filière fourrage. Comme vous le savez, comme il a dit, le blé, naturellement, est une denrée consommée par tous les Mauritaniens. Et je ne dirais pas en pourcentage, on importe pratiquement tout, hein. C'est 100%. Et ça engage vraiment l'État à investir, dépenser des sommes colossales importantes, des devises, une hémorragie de devises sur le blé. Et je dirais que jusqu'à présent, cette filière ne peut être considérée qu'au stade de démarrage. Et comme je l'ai dit, pour le maraîchage, il y a aussi des contraintes techniques qu'il faut vraiment mettre devant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour investir dans pour assurer un taux de couverture important, il faudrait-il prévoir des aménagements importants pour cette culture. Et comme il l'a dit, c'est le secteur privé qui va promouvoir cette filière. Nous, à ce stade, pour le moment, nous essayons tout d'abord d'assurer une garantie en termes de semences sélectionnées pour cette filière. Il y a un équipement tout à fait spécial pour cette filière. Et donc, l'identification de ces blocs, de ces zones potentiellement aptes à la culture blé, sera l'une des solutions pour aller vers la promotion de cette culture. Mais à ce stade, je dirais bien que les avancées sont très timides. Il en est de même pour la culture forage. Le forage, le pays est un pays de bétail. Vous savez, le cheptel mauritanien est un cheptel quand même très important. Aujourd'hui, les années avec le changement climatique, on a des années avec pénurie d'eau. Et donc, les forages permettent tout d'abord d'assurer la production de lait, d'assurer la production de viande. Et donc, c'est une filière nouvelle. Nous avons, on a commencé à développer surtout la production de semences et l'accompagnement des producteurs dans le système de forage. Mais les mêmes conditions techniques exigées pour un producteur de blé ou un producteur de lait sont les mêmes que sont pour un producteur de forage. Parce qu'il y a question d'intensification, de productivité pour les forages et surtout les forages qui réellement permettent vraiment une augmentation de la production laitière et de forages de viande. Donc ces deux filières, comme d'ailleurs dit dans la communication et dans le discours, sont des filières qui débutent. Nous les avons sélectionnées en tant que filières porteuses, parmi les 6, après les traditionnels, après le riz,
après le maraîchage, hein, après donc le blé et le fourrage viennent par la suite. Oui, tout à fait. Par rapport à cette filière culture fourragère, c'est une filière qui gagne du terrain parce qu'il y a des expérimentations qui sont faites pratiquement depuis 2016 en Beket Rahouach et qui ont permis de mettre au point quelques spéculations, notamment en termes de graminées, parce qu'il y a par exemple le mal alpha, il y a le panicum qui s'adapte très bien au niveau des saisons, et des légumineuses, telles que les fourragers et autres. Donc, aujourd'hui, ces différentes filières, quelles sont les filières maraîchères, le blé et les cultures fourragères, je pense que si on arrive à avoir des blocs nouveaux, ça va permettre, comme j'ai dit tantôt, de desserrer un peu le taux sur l'irrigué carrément, parce que le blé, par exemple, les cultures fourragères demandent des sols drainants, filtrants, pas comme les riz, ou souvent, comme ils disent, pieds dans l'eau. Donc, c'est diamétralement opposé. Aussi, la mécanisation, parce qu'il y a une mécanisation qui serait adaptée au blé et aux cultures maraîchères, et ce n'est pas forcément la même mécanisation, ce n'est pas forcément les mêmes instruments qui sont aujourd'hui très fréquents au niveau de la vallée. Et je pense que ces différentes filières qui pourront prospérer éventuellement au niveau de l'irrigué, un peu à quelques, par exemple, centaines de mètres du fleuve, et au niveau des zones oisiennes, pourront, avec un minimum d'efforts, couvrir pratiquement les besoins. Parce qu'en réalité, pour ce qui est des cultures fourragères, aujourd'hui, on peut les exploiter au niveau de beaucoup de terres marginales, au niveau de la vallée du fleuve, et ça demande moins d'eau par rapport aux autres spéculations. Et également aussi, on peut les exploiter sur les forages au niveau des zones humides dans les régions de l'Est. Donc, c'est quelque chose de fondamental. Donc, on peut produire davantage de biomasse, mais il y a des problèmes, comme j'ai dit tantôt. Il y a un problème de mécanisation, il y a des problèmes de stockage, parce qu'avec la biomasse, par exemple, il va falloir la transformer pour pouvoir la transporter, pour pouvoir la stocker, etc. C'est des problèmes vraiment qui se posent au niveau de cette filière et qui empêchent vraiment sa promotion. Naturellement aussi, j'ai dit pour les blés, et je tiens à dire qu'un effort a été fait, et c'est fondamental, c'est qu'il y a des variétés aujourd'hui qui donnent vraiment des rendements meilleurs. Ça dépasse les 3 tonnes à l'hectare. Donc, ce qu'il suffit maintenant de voir, c'est d'avoir des blocs aujourd'hui, avoir de l'eau, et encourager, accompagner aussi. Parce que, comme j'ai dit tantôt, depuis les années 75, on accompagne la filiérie. Pratiquement, aujourd'hui, nous sommes à 86. Alors qu'en réalité, on devrait être exportateur net depuis quelques années de riz. Donc, ces efforts qui ont été consentis pour accompagner le riz, il va falloir un peu les faire en quelque sorte pour les différentes spéculations, notamment le maraîchage et les blés. Parce qu'en réalité, les blés constituent une activité stratégique. Comme j'ai dit tantôt, les besoins sont de 111 kilos par personne et par an. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Et qu'en est-il de la culture des palmiers dattiers, la superficie, les sites que nous avons? Qu'est-ce qui a été réhabilité? Ma qualité d'homme sortant de ces régions du Nord, nous nous intéressons beaucoup aux palmiers dattiers. C'est effectivement la filière qu'on n'a pas encore abordée, parce qu'on a parlé de riz, elle a été évoquée par le ministre. Maraîchage, blé, effectivement. Cette filière revêt aussi une importance capitale pour le département, en raison tout d'abord des difficultés des populations qui vivent de l'activité oisienne. C'est tout d'abord des zones sahariennes, c'est des zones très vulnérables, c'est des zones exposées à la désertification, c'est des zones à revenus très faibles, et donc où il y a un manque d'eau, il y a vraiment une désertification continue. Alors, l'effort du département pour la promotion de cette filière ne cesse d'augmenter à travers, tout d'abord, le changement systématique de la forme de production même du maraîchage, l'introduction de nouvelles variétés. Certainement, ici, en parcourant maintenant les épiceries, les étalages de Nouakchott, il faut remarquer qu'il y a les berhi, qu'il y a les méjoul et qu'il y a donc des variétés. Donc ça procure un revenu important. Aujourd'hui, les kilogrammes de berhi dans les épiceries est de 5 000 ouguiyas.
les jours, 7000 aiguilles dans les derniers festivals a été vendue. Donc, il y a une introduction de nouvelles variétés. D'ailleurs, je dirais que l'une des mesures pour cette filière est cette année l'acquisition de 10 000 vitroplans de ces variétés hautement productives qui seront distribuées au cours de la campagne prochaine. Il y a naturellement la multiplication des forages et des systèmes d'irrigation collective à travers le projet Oasis du ministère. Et donc, ça permet tout d'abord donc d'assurer l'irrigation des palmiers. Il y a la distribution des moyens de production, c'est-à-dire les sacs protecteurs du régime, la lutte contre les ennemis des cultures des oasis. Et il y a bien sûr la réhabilitation même des palmiers entretenus traditionnellement. Donc je dirais que le système lui-même oasien est en train de changer vers un système plus ou moins moderne. D'ailleurs, aujourd'hui, les non-propriétaires d'État, vous savez que la création de nouvelles palmeraires, on les appelle les nouvelles palmeraires en face des anciennes. Ça a permis tout d'abord aux non-propriétaires de palmiers d'avoir des terres avec de nouvelles palmeraires. Ça a permis donc d'augmenter la productivité. On applique maintenant les nouvelles techniques, les cartements. Vous savez, les anciennes palmeraires, c'est des palmeraires très denses, c'est des palmiers qui sont maltraités, c'est des palmiers qui sont mal entretenus. Maintenant, non. Vous allez voir au niveau de l'Adrar, des palmiers modèles, vraiment des oasis modèles. Aujourd'hui, la productivité dans ces éribas, dans ces oasis, a doublé et triplé par rapport au système traditionnel. Donc, la filière traditionnelle, naturellement, avec la société Toumour de Mauritanie aussi qu'on a dans l'Adrar, qu'on va d'ailleurs multiplier, vous voyez que le dernier festival d'Atta, qui est passé le mois passé, a permis quand même de montrer que vraiment on peut faire beaucoup de choses dans ce domaine. Et cette filière ne sera pas exclusivement propriété du Tagan et de l'Adrar et des 3 régions de l'Est, mais on a trouvé que tous les pays, toute la Mauritanie peut avoir des zones adaptées à la culture. On peut avoir les palmiers dans la vallée, on peut avoir les palmiers au niveau de Had Sharqi, au niveau de la Gharbi. Donc, c'est une filière qui a de l'avenir. Il y a un mot par rapport à ça. Je pense que le palmier dattier, avant qu'il soit source d'économie, c'est une question de culture. Donc, ces oasis bénéficient d'un accompagnement de l'État depuis pratiquement 1985, avec la mise en place du premier projet de développement des oasis. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Il y a 5 régions qui en bénéficient, notamment l'Adrar, le Tagan, le Doha de la Saba. Mais aussi, il y a d'autres régions qui s'apprêtent aujourd'hui, peut-être avec... parce que ce n'est plus fermé. Le projet Oasis est apte à ouvrir, à faire des palmiers là où le besoin est. Et des efforts sont consentis. Il y a un laboratoire d'entomologie, c'est-à-dire qui accompagne un peu pour la lutte contre les ennemis des palmiers. Et il y a la société Toumour aussi qui accompagne un peu les producteurs avec l'achat de leur production. Ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est important. Et des efforts sont extrêmement consentis dans ce sens, parce qu'il y a de nouvelles palmeraires qui sont mises en place avec l'accompagnement du projet PSDO et surtout avec l'accompagnement et la rénovation des anciennes palmeraires. Parce qu'il n'y a pas un désengagement vis-à-vis des anciennes palmeraires. Elles continuent toujours à avoir de l'appui, un système solaire, par exemple, pour l'irrigation, l'accompagnement technique, etc. Et surtout, parallèlement à ça, il faut aussi monter de nouvelles palmeraires avec de nouvelles variétés. Le ministère actuellement est en train d'acquérir 10 000 vitroplans de variétés nouvelles avec un bon rendement et qui vont améliorer naturellement le revenu des populations. Avant de finir, un mot peut-être sur le crédit agricole pour encourager les agriculteurs. J'ai vu que le ministre a évoqué un peu le rééchelonnement des dettes des 2 casiers pilotes du Gorgol. Qu'en est-il de façon générale pour Effectivement. Un mot, Effectivement, il me font signe que le temps est parti à l'émission. Oui. Cette mesure, qui est très importante, s'insère dans la problématique même du financement agricole. J'en avais parlé un peu au départ. Je dirais que de façon spécifique pour cette campagne, comme vous le savez, il y a un endettement excessif des coopératives, du système collectif, qu'ils soient des grands périmètres ou des coopératives des petits périmètres. Donc ça, à certains moments, depuis quelques années, bloqué
le niveau de mise en valeur dans ce système collectif. Cette année, pour permettre réellement à ces coopératives d'accéder au financement, un protocole a été établi entre le ministère de l'Agriculture, la CDD, la Caisse de développement, et le ministère des Finances. Et donc, sur la base de ce protocole, les coopératives peuvent accéder, les coopératives endettées peuvent accéder donc au financement sous condition de payer donc 10% de la coûte des dettes et un réchelonnement sur 5 ans pour le reste. Donc, vous aurez votre financement et donc, ça a permis aux coopératives endettées de passer directement à la campagne actuelle. Je dirais que ce n'est pas la solution pour le financement, parce que j'avais dit auparavant que le financement est un problème. C'est une contrainte réelle. Mais au moins, le ministère des Finances, les pouvoirs publics ont facilité en tout cas l'accès de ces coopératives à cette campagne. C'est donc le protocole qui a été signé qui permet maintenant aux coopératives de rentrer. En réalité, là aussi, c'est une région extrêmement importante. Et c'est pratiquement l'une des régions les plus rares qui renferme les 3 systèmes de production. Il y a le rigué, il y a le wallo, des cris contrôlés comme on dit, et il y a le système pluvial. Donc c'est une région extrêmement importante du point de vue potentiel agricole. À la fin de cette émission, est-ce que vous êtes optimiste pour cette campagne 2023-2024 en amont? Tout à fait. Moi, personnellement, je suis optimiste. Naturellement, il faut toujours être optimiste. Je suis optimiste. Mais nous suivons de près l'évolution de l'hivernage. Oui, l'hivernage a connu plus ou moins des turbulences. Comme vous le savez, cette première décade du mois d'août n'était pas au rendez-vous. Et donc, naturellement, c'est à suivre parce qu'une bonne partie des objectifs sont liés au pluvial. Pratiquement 60% des objectifs des 400 000 à peu près hectares que nous mettons en objectif sont subordonnés quand même à cette bonne pluviométrie. On espère que le reste du mois d'août soit pluvieux et que septembre soit pluvieux. Dans ce cas, je serai très optimiste pour les résultats pluviaux. Quant à l'irrigué, je ne me fais pas du tout de soucis. Je sais que l'environnement est là, tout est bon et on s'attend à une très grande production parce qu'on va vers environ 40 000 hectares. Naturellement, la guettina était très bonne, la filière oisienne était très bonne, la guettina excellente au niveau de la DRA. Et pour le maraîchage, comme j'ai dit, on attend 160 000 tonnes, ce qui est mieux que l'année passée. Globalement, donc, je peux dire que je suis optimiste. Mais seulement un petit mot. Le secteur agricole est en mutation. Le secteur agricole est un secteur difficile. Il a besoin de l'implication du secteur privé, des organisations socio-professionnelles, de la Fédération des agriculteurs. Il faut que tout le monde s'y mette pour que Nabitus ait des résultats. Ce n'est pas seulement la mission du ministère de l'Agriculture, mais l'environnement, c'est les acteurs qui doivent conjuguer les efforts pour aboutir à l'objectif. De toute façon, quant à moi, je suis tout à fait optimiste parce que tous les facteurs, hormis ceux qui ne sont pas sous contrôle, notamment les facteurs climatiques, on n'a pas aucune emprise sur eux, mais quand même, il y a les mesures quand même au niveau du département sont prises en termes d'accompagnement des producteurs, en semences, en mécanisation, etc., en conseil agricole. Toutes ces mesures sont prises pour vraiment assurer une bonne campagne. Au niveau de l'irrigué, tout ce qui est contrôlé en termes de gestion de l'eau, je pense que toutes les mesures aussi sont prises en termes d'intrants, notamment des engrais. Malgré la cherté des engrais à l'échelle internationale, elles sont disponibles pour des campagnes, et je pense. Mais un mot essentiel, c'est que 3 filières qui restent encore encouragées sont celles du blé, du maraîchage et des cultures fourragères. Je pense qu'il y a lieu de les accompagner davantage, surtout en termes de financement. L'agriculture, à travers le monde, c'est une agriculture subventionnée en réalité, accompagnée, parce qu'il s'agit là d'une sécurité vraiment alimentaire fondamentale pour toute nation. Tant mieux. Sur cette note d'optimisme, on va donc clôturer cette émission. Merci à nos invités qui sont Mohamed Oul-Namin, chargé de mission au département de l'agriculture, et M. Bab Ahmed Negra, directeur du développement des filières agricoles au ministère de l'Agriculture.
Merci également à nos téléspectateurs et téléspectatrices. Un grand merci à l'équipe de la télévision qui a permis la réalisation de cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Zoom sur. Au revoir.